Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Bruno Housset, je suis pneumologue, donc particulièrement intéressé par tout ce qui touche le poumon. Vous comprendrez mon intérêt pour la pollution. Et donc je suis chef de service de pneumologie à l'hôpital intercommunal de Créteil et je suis aussi président de la Fondation du Souffle. Et pendant qu'il s'installe, j'aimerais encore féliciter les deux lauréats des respirations et insister sur le fait que c'était l'ensemble de la pneumologie et des différentes structures de la pneumologie qui avaient initié les respirations. On espère qu'il y aura peut-être une nouvelle édition. Et j'intègre dans ces différents acteurs les malades. Il y avait des associations de malades qui étaient présents avec nous et qui ont beaucoup contribué en fait à la réflexion sur ces différentes applications. Maintenant, notre panel est en place. Je vais peut-être leur demander chacun de se présenter brièvement, de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, avant d'entamer directement le sujet. Je suis Franceline Marano, je suis professeure émérite à l'Université Paris Diderot et vice-présidente de la commission spécialisée sur les risques environnementaux au Haut Conseil de santé publique. Et pendant 30 ans, dans mon laboratoire, on a développé des études sur les mécanismes d'action des particules diesel, amiante, particules atmosphériques, maintenant nanoparticules. Donc Armelle Baïza-Skiban, je suis professeure de toxicologie environnementale à l'Université Paris Diderot. Et donc, avec Franceline, effectivement, pendant de nombreuses années, je continue à travailler sur la compréhension des mécanismes d'action des particules sur la cible respiratoire en utilisant des modèles non animaux, donc sur des cultures cellulaires. Et je vous dirai quelques mots tout à l'heure là-dessus. Bonjour, je suis Sarah Lioncan, je suis ingénieure de recherche dans une équipe d'épidémiologie environnementale de l'INSERM à Grenoble, où on s'intéresse à l'impact des facteurs environnementaux sur la santé, et notamment chez les femmes enceintes et les enfants. Bonjour, je suis Isabella Nisi-Maizano, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige une unité mixte INSERM-UPMC qui travaille sur les maladies allergiques et respiratoires. Bien évidemment, la pollution, c'est un des facteurs de risque, c'est un de nos ennemis. Et aussi les changements climatiques dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est là, ça fait un bon moment qu'on travaille sur la question. Bonjour, je suis Philippe Hubert, je suis à l'Institut national de l'environnement et des risques industriels et je dirige un département qui s'intéresse aux questions de pollution, aux questions d'effet des substances chimiques et on fait notamment de la modélisation sur la qualité de l'air, de la modélisation à courte et longue distance pour trouver les causes d'une part pour voir où s'étendent les pollutions et quels en sont les facteurs de cause, et d'autre part, on travaille aussi en termes de toxicologie pour connaître de façon expérimentale quels peuvent être les effets de telle ou telle composante de la pollution. Merci beaucoup pour cette courte présentation. Le sujet est vaste, hein. On va parler des effets sanitaires de la pollution en 1 heure à peu près. Et donc, l'air potable, l'air vecteur de maladies, l'air vecteur de décès. On a vu, Santé publique France, ça nous a donné 48 000 morts en juin dernier. Le sujet est important et vaut qu'on s'y penche, d'autant qu'il y a des nouveautés quand même. On va le voir au cours de cette table ronde. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, de nouvelles connaissances sur le sujet, sur les polluants, sur leurs mécanismes, peut-être sur la façon de s'en protéger. Et donc, la règle du jeu, c'est que chacun a 5 minutes, et comme dirait Thomas, pas 1 seconde de plus, pour exposer ses travaux de recherche, et chacun a droit à 2 diapositives. Donc ça, c'est la règle du jeu. Et on va commencer par les particules. Vous savez, on pourrait simplifier et dire, oui, les particules les plus toxiques, c'est les particules de moins de 2,5 microns, mais aussi des gaz qui peuvent être toxiques, etc. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu des nanoparticules, qui sont peut-être un nouveau danger identifié. Et donc, Franceline Marano, si tu veux bien, Franceline, pour 5 minutes. Peut-être aller au pupitre, c'est le plus simple. Oui, c'est vrai, en 5 minutes, parler des nanoparticules, vous en entendez souvent parler en ce moment dans les médias, parce qu'on les a détectées non seulement dans l'air, mais aussi dans les bonbons pour les enfants, alors c'est pas très, très sympathique. En fait, qu'est-ce que c'est une nanoparticule ? Selon la définition donc, de l'Union européenne, c'est une particule
un nano-objet, parce qu'il n'y a pas que la forme sphérique, dont au moins une dimension est égale ou inférieure à 100 nanomètres. Or, un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose, ça se situe dans l'échelle des virus, en fait, si on veut. Hein. Alors, en fait, ces nanoparticules, on les trouve dans l'air. Dans l'air, il y a des nanoparticules naturelles. Les feux de forêt en produisent, les éruptions volcaniques également. Les vents de sable peuvent en produire également. Et puis, il y a des nanoparticules non intentionnelles. On les appelle plutôt particules ultra fines qu'on trouve donc dans l'atmosphère. Il y en a certainement ici. Et il y en a à l'extérieur, dans l'air de nos villes. Ce sont cette fraction ultra fine qu'on a eu du mal à caractériser, elle se trouve dans la fraction qui est mesurée PM2,5, qui nous intéresse, nous les scientifiques actuellement, parce que, en fait, cette fraction ultra fine, elle va donc contaminer. Elle est quasiment sans masse, hein, donc il y en a des milliards et des milliards dans l'air, et elle va contaminer en fait tous les environnements. Alors on va la retrouver dans l'air extérieur, dans l'air intérieur. Il ne faut pas aussi oublier que les usines, donc dans les milieux de travail, on va retrouver ces nanoparticules. Et alors leur caractéristique, c'est qu'elles vont pénétrer dans l'organisme. D'abord, on les a étudiées par la voie respiratoire, mais elles peuvent aussi pénétrer par la voie digestive. Pour la peau, c'est moins évident, sauf pour les peaux lésées. Et en fait, si on peut donner la diapositive suivante, dans ce qui a été montré dans la voie respiratoire, alors, donc, excusez-moi, voilà. Ce qu'on a montré dans la voie respiratoire, c'est que ces particules ultra fines, eh bien, elles sont capables de se déposer à tous les niveaux. Et en particulier, les plus petites restent au niveau du nez. Et elles pourraient pénétrer en fait jusqu'au cerveau à partir du nerf olfactif par donc un rétrotransport à partir du nerf olfactif jusque dans le cerveau. Ça, c'est une des premières données récentes. Par ailleurs, elles se déposent également dans les voies respiratoires jusqu'aux alvéoles, mais à tous les niveaux. Et au niveau alvéolaire, elles sont capables de franchir la barrière alvéolaire, la barrière alvéolo-capillaire, c'est-à-dire jusqu'au sang. Et là, alors c'est une fraction très petite hein, qui pénètre, mais malgré tout, ça a été clairement montré chez l'animal. Chez l'homme, c'est moins évident, mais on pense que ça se produit également. Elles se retrouvent dans le sang, elles sont distribuées, et ensuite, elles vont pouvoir s'accumuler dans certains organes, comme par exemple le foie. Et autre élément qui a été observé toujours à partir d'études chez l'animal, elles peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire pénétrer aussi dans le cerveau par une autre voie, et elles peuvent passer la barrière placentaire chez la femme enceinte. Alors ça, ce sont des données extrêmement récentes. Je participe à un jury de thèse la semaine prochaine où seront présentés ces passages pour des particules diesel, et avec aussi donc des modifications en fait qui peuvent se retrouver sur plusieurs générations. Voilà, je n'en dis pas plus. Je pense que ce sera des sujets de discussion par la suite. Un grand merci pour avoir tenu effectivement ce temps de parole. On peut effectivement l'applaudir. Et donc il y a des effets sur la mortalité, sur les maladies, avec des maladies qui changent. On commence à découvrir de nouveaux effets sur de nouvelles maladies qui sont en lien avec la pollution. Il y a un lien aussi avec le réchauffement climatique. Tout ça, ça va être le sujet dont va nous parler Isabella Anesi. Merci. Bonjour à tous à nouveau. J'ai ma diapo. Voilà, je vais vous parler des changements climatiques, des effets sur la santé allergique et respiratoire. Ça tombe très bien parce qu'on est en plein en COP22. D'ailleurs, tout à l'heure, je prends l'avion et j'y vais. Et j'espère pouvoir discuter avec les experts. Donc, il y a 3 messages clés à faire passer avec ces changements climatiques qui vont vraisemblablement nous amener à des situations très dangereuses pour la santé. D'abord, il y a les effets directs, c'est moi qui peux, voilà, qui sont dus
aux actions de la météo directe. Je vous montrerai tout à l'heure les effets, les maladies qui en sont causées par ces effets. Donc, c'est la canicule, c'est l'humidité, c'est le vent, c'est les orages, c'est la pression qui augmente. Je suis certaine que vous êtes étonnés par cette liste qui est assez complexe. Ensuite, beaucoup plus important, ce sont les effets que ces mêmes facteurs ont sur des facteurs connus des maladies allergiques et respiratoires. Donc, ce sont les facteurs tels que les pollens, les moisissures, les polluants atmosphériques et même les agents qui donnent des maladies infectieuses respiratoires. Alors, très rapidement, parce que le temps n'est pas beaucoup, mais nous savons maintenant très bien que les changements climatiques ont un effet sur les pollens, car la saison des pollens est plus longue, car les plantes allergéniques se déplacent selon la latitude, elles apparaissent là où il n'y en avait pas et où il y a des populations qui sont plus susceptibles. Un exemple, les gens du Nord qui vont dans le Sud qui sont allergiques au cyprès, qu'ils n'avaient jamais rencontré, par exemple, en région parisienne. Deuxièmement, les moisissures, les inondations, tout ça, et l'excès d'eau sont à l'origine de moisissures de nos maisons. Et en augmentation vraiment très, très importante, il y a eu une enquête récente qui a montré que 30% des maisons en Île-de-France étaient contaminées par, c'était l'Observatoire épidémiologique d'Île-de-France, et les polluants. Donc, deux polluants essentiellement. D'un côté, c'est l'ozone. Quand il fait chaud, il y a plus d'ozone. Et de l'autre côté, les particules. Les particules, nous les faisons avec le trafic, par exemple avec la combustion, mais aussi de façon naturelle avec la désertification. Et les infections, bien sûr, on sait que les agents infectieux sont très sensibles au changement du climat. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a le troisième message est très important, c'est que bien sûr on n'est pas tous égaux face à la pollution. Et d'ailleurs pour moi ici on dit qu'il faut l'air potable et moi je parle aussi de pollution en termes que bien commun. C'est le common, comme disent les Anglais, qu'il faudrait garantir au sujet. Et donc, il y a des sujets qui sont plus exposés parce qu'ils sont à proximité des sources. Et là, je ne parle pas des populations déplacées, car il y a la désertification, mais bien sûr, c'est un problème réel. Et il y a aussi ensuite les gens qui sont plus susceptibles, génétiquement plus susceptibles. Alors, je termine avec les maladies, car on est en médecine, on a besoin de savoir ce qu'il faut bien sûr soigner. Bon, c'est pour les effets directs, la grippe en relation avec le froid, la canicule qui est liée à une mortalité prématurée, les orages avec l'asthme, on pourra parler de ça, c'est bien démontré, le pneumothorax, un peu plus rare, avec l'augmentation de la pression atmosphérique, notamment pendant l'orage. Et puis les effets indirects, oui, les pollens sont l'origine des allergies, les moisissures d'asthme, mais aussi d'autres maladies qui ne sont pas allergiques, telles que la BPCO, et les particules, la bronchopathie obstructive chronique, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, et puis la nouveauté, comme dit par M. Mojomier, c'est que nous savons maintenant qu'il y a bien d'autres maladies liées à cette pollution particulière. Et l'ozone est lié essentiellement à des problèmes cardio-respiratoires et à une mortalité excessive prématurée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabella. Donc, différents types de polluants, différents types d'agressions, en fait, non seulement du système respiratoire, mais aussi du système cardiovasculaire, voire du système neurologique. Quel mécanisme, Armelle, est-ce que peux-tu vous parler un peu des mécanismes en cause, des nouveautés dans ce domaine ? Alors effectivement, moi je vais venir au mécanisme pour comprendre donc pourquoi ces pathologies se développent et en me focalisant sur les particules. Donc, de nombreuses études épidémiologiques ont montré le lien entre donc l'exposition à ces particules et le développement de pathologies respiratoires, que ce soit à court et à long terme, respiratoires mais pas que, je réévoquerai ça tout à l'heure. Et donc le principal événement lié
au développement de ces pathologies, c'est l'apparition très vite, après l'exposition, d'une inflammation. Les particules rentrent, comme on l'a dit tout à l'heure, plus ou moins profondément en fonction de leur taille. Et donc, ça va conduire à l'attraction de cellules du système immunitaire, donc, et en particulier des neutrophiles, qui vont se retrouver donc, dans le compartiment aérien. Alors pourquoi ces cellules arrivent ici dans le compartiment aérien? Parce qu'elles sont attirées par des médiateurs pro-inflammatoires qui sont produits par les cellules qui tapissent l'appareil respiratoire. Alors, cette inflammation, eh bien, elle va devenir chronique puisqu'on est exposé de façon répétée à ces particules. Donc, ce qui a été montré au départ, ce sont des effets respiratoires, mais les études épidémiologiques ont aussi montré après qu'il y avait des pathologies cardiovasculaires, mais on le verra aussi tout à l'heure, des impacts aussi donc chez l'enfant. Alors, comment on explique ces effets au niveau d'autres organes? Bien, tout simplement parce que l'inflammation que l'on va avoir au niveau respiratoire va avoir aussi des répercussions donc, au niveau systémique, parce qu'on a des composés, des particules qui sont solubles et qui vont pouvoir passer dans la circulation sanguine. Et puis, comme évoqué tout à l'heure pour les nanoparticules, la fraction la plus fine de cette pollution particulière, c'est-à-dire les particules ultra fines, vont passer la barrière alvéolo-capillaire, donc la barrière R100, et vont pouvoir ensuite donc, diffuser dans l'organisme. Alors, pour aller plus loin maintenant dans les mécanismes plus précis, pour comprendre pourquoi ces cellules de la muqueuse produisent ces médiateurs pro-inflammatoires, eh bien, ces particules, quand elles arrivent au contact des cellules ou quand elles rentrent dans les cellules, elles vont induire toute une cascade de réactions qui vont moduler l'expression des gènes. Alors, pas n'importe lesquels, ce sont les gènes qui conduisent justement à la production de ces médiateurs pro-inflammatoires. Alors, pourquoi on a cette cascade qui est activée? Eh bien, c'est lié à une situation que l'on appelle de stress oxydant. Il y a en fait une production d'oxydants par les particules et classiquement donc nous disposons normalement de capacités antioxydantes capables donc de contrecarrer ces oxydants, mais là la production est excessive et va donc conduire à activer tous ces processus moléculaires et cellulaires. Alors pourquoi les particules conduisent à la production d'oxydants? C'est lié à leur composition, à leurs propriétés physico-chimiques, déjà des propriétés de surface éventuelles. Plus les particules sont petites, plus elles présentent une réactivité de surface. Et ces particules, donc j'ai essayé là de faire un schéma. Donc dans l'air urbain, on a beaucoup de particules qui sont issues des processus de combustion. Donc on a un cœur carboné. Et au-dessus, on a beaucoup de composés organiques et puis aussi des composés métalliques. Et donc ces propriétés de surface, comme les composés métalliques et organiques, eh bien, quand ils vont être pris en charge par la cellule, vont générer ces oxydants, ces radicaux libres. Donc à l'heure actuelle, la réglementation est basée sur des mesures de masse. Or finalement, ce qui va conduire à la toxicité de ces particules, c'est en lien avec leur composition et donc en lien avec ce potentiel oxydant. Donc il y a des travaux qui sont menés à l'heure actuelle pour apprécier davantage ce potentiel oxydant et voir si on ne peut pas l'utiliser aussi donc dans les études épidémiologiques pour mettre en lien avec l'apparition des pathologies et pourquoi pas l'intégrer aussi dans les réseaux de mesure. Un grand merci pour cet exposé vraiment très, très synthétique sur le sujet. Alors comme l'a dit Isabella tout à l'heure, nous ne sommes pas égaux. Et donc il y a des populations qui sont particulièrement vulnérables, on va en discuter. Mais justement, il y a une étude, et donc Sarah Lyon, qu'on va nous en parler sur le sujet. Alors effectivement, nous, notre hypothèse des départs dans notre équipe de recherche, on se base sur l'hypothèse d'OAD qui indique qu'il y a des périodes de vie où on est beaucoup plus vulnérable que d'autres aux expositions à la pollution atmosphérique et à d'autres expositions environnementales. Et c'est la période pendant la grossesse et dans les premières années de vie. Et donc cette pollution atmosphérique auquel on va être exposé dans ces périodes de vie, donc pendant la vie fœtale et les premières années de vie, peuvent avoir non seulement un impact sur la santé
à très court terme, mais également à moyen et long terme, et c'est ce qu'on étudie, nous, dans notre équipe de recherche. Donc, d'une part, ces expositions, elles peuvent avoir un impact sur la croissance du fœtus, mais également sur, on en a déjà un petit peu parlé, sur la prématurité, et puis sur la croissance de l'enfant une fois qu'il est né. Et puis, sur du moyen ou long terme, ces expositions subies pendant la grossesse et puis dans les premières années de vie peuvent également avoir un impact sur le neurodéveloppement de l'enfant et également sur des maladies cardio-respiratoires. Et donc, l'autre aspect qui est important de prendre en compte, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette exposition à la pollution a un impact sur la santé. Et il existe plusieurs mécanismes biologiques sous-jacents, et notamment des phénomènes épigénétiques qui vont venir, l'exposition à cette pollution va venir altérer l'expression des gènes, et donc venir altérer la fonction de certains organes. Donc, dans notre équipe, pour répondre à ces questions de recherche, on a mis en place une cohorte qui s'appelle la cohorte CEPAGE pour suivi de l'exposition à la pollution atmosphérique pendant la grossesse et effets sur la santé, et qui a 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir caractériser de manière très fine les expositions à laquelle on est exposé. Alors nous, on s'intéresse à la pollution de l'air, bien sûr, et puis aux perturbateurs endocriniens. Donc on recrute des femmes enceintes qu'on va équiper de capteurs de pollution pour pouvoir mesurer pendant leur grossesse à quoi elles sont exposées, et notamment on regarde les particules fines, les PM2,5 dont on a parlé. Et puis on va suivre également l'enfant une fois qu'il est né, et on va également continuer ces semaines de mesure d'exposition pour pouvoir mesurer cette exposition à la pollution atmosphérique et aux perturbateurs endocriniens pendant ces années de vie qui sont cruciales. On va regarder quelle est l'impact de cette exposition sur la santé. Pour ça, on va récupérer un nombre important de données d'échographie. On pourra donc regarder si les mamans les plus exposées, il y a un impact sur la mesure de la croissance fœtale. Et puis, on fera également un nombre important d'examens cliniques chez l'enfant pour suivre sa croissance. On regarde également un des paramètres très importants, c'est la santé respiratoire. Et donc, l'une des originalités de cette étude, c'est que l'enfant, on va le voir à 6 semaines de vie, et on va réaliser un examen de sa fonction respiratoire quand il est tout bébé à l'hôpital. Et puis, on s'intéresse également au neurodéveloppement, et pour ça, on va faire une série d'examens chez cet enfant, de tests, de questionnaires, pour essayer de comprendre le développement de l'enfant. Et enfin, on s'intéresse également à la santé cardiovasculaire à travers des mesures de cardiovasculaires qu'on réalise chez la femme enceinte, et ensuite, une fois que le bébé est né. Et enfin, pour comprendre ces mécanismes justement sous-jacents, et notamment pour expliquer les phénomènes épigénétiques, on va récupérer énormément de prélèvements biologiques, et notamment du sang pendant la grossesse et du placenta, qui nous permettront justement de mieux comprendre en quoi ces particules viennent peut-être traverser le placenta. On récupère également du sang chez l'enfant à 1 an et 3 ans. Donc les outils de cohorte, comme la cohorte CEPAGE, on peut le voir vraiment en épidémiologie comme des plateformes de recherche qui sont indispensables pour mieux comprendre justement ces enjeux, de quel est l'impact de la pollution sur la santé dans ces périodes cruciales de la vie. Et donc, un peu comme on peut avoir des microscopes très sophistiqués dans des équipes de recherche, nous, on a des cohortes qui récupèrent des données extrêmement précieuses et importantes. À titre d'exemple, dans ces pages, on aura 70 000 échantillons biologiques à terme qui nous permettront de mieux comprendre ces mécanismes biologiques. On a entre 3 et 8 gigas de données par volontaire, alors des données de GPS, des données de capteurs de pollution, des données également, parce qu'il y a aussi des données d'accélérométrie, d'UV, de température. On a également énormément de données de santé, et puis on récupère aussi des données via des questionnaires pour mieux comprendre l'environnement dans lequel ces volontaires vivent. À titre d'exemple, par exemple, là vous voyez sur la carte à droite, ou à gauche, à droite, oui, la carte colorée, c'est tous les points noirs, c'est des données GPS. Donc nos volontaires, elles sont équipées de smartphones avec une application GPS sur laquelle on enregistre toutes les 10 secondes une donnée GPS pendant 8 jours. Et on va pouvoir coupler ces données GPS, leur déplacement, avec les données de la qualité de l'air de l'association Air-Rhône-Alpes, et donc pouvoir estimer de manière très fine l'exposition de ces volontaires aux particules fines. Le graphe que vous voyez en dessous de la diapo, c'est l'exposition aux particules PM2,5 à l'aide de capteurs de pollution que nos volontaires utilisent. Voilà.
Donc, à travers ces 4 exposés, vous avez compris la complexité du problème, quoi. C'est vraiment des polluants qui sont différents, dont on commence à comprendre certains aspects, et puis le fait qu'au cours de la vie, on est exposé à différents types de polluants. Et donc, c'est la notion d'exposome. Alors, la notion d'exposome va nous être expliquée. Je vous signale que le terme fait partie de la loi de santé. Il a été intégré dans la loi de santé. Donc, c'est-à-dire que c'est une préoccupation, j'espère, en tout cas, de nos gouvernants. C'est une préoccupation de nos gouvernants, mais de nous-mêmes, et puis en tant que chercheurs et en tant que citoyens. Donc, comment dire, si vous pouvez passer l'ensemble pour qu'on voit tout à la fois là, sur ce transparent, parce que c'est ça. Bon, donc l'exposome, en fait, c'est un terme assez joli qui veut dire l'ensemble des expositions. Alors quand je dis l'ensemble des expositions, il faut voir que ça se situe en termes de nature d'exposition, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les polluants, mais on peut se poser aussi la question et on peut intégrer des aspects type nutrition, parce qu'on a montré notamment que si une femme enceinte est sous-alimentée, il se passe des effets sur sa descendance et pendant tout l'âge du bébé à naître, donc ça comprend tous ces éléments-là, donc ça comprend ce qu'on appelle les polluants, mais aussi l'ensemble des expositions environnementales, le mode de vie, donc ça c'était... Et surtout, l'autre point important dans l'exposome, c'est que ça se situe sur toute la vie, c'est-à-dire on observe que des expositions auxquelles on a été soumises dans la petite enfance ou même avant peuvent avoir des effets sur les maladies de la vieillesse. Donc ça, c'est vraiment ce concept-là. Alors, d'où est-ce qu'il est venu ? Il est venu, en fait, d'une série de gens qui se sont dit, écoutez, c'est sympathique, mais même pour les maladies qui ne sont pas des maladies transmissibles, on voit que le génétique n'explique pas tout. Et on voit, en fait, que le génétique n'explique éventuellement pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça que vers les années 2005, on a défini cette notion d'exposome en disant, bon, il y a l'inné, mais il y a aussi tout ce dans quoi je suis plongé. Donc, c'est pas très, très compliqué comme concept. C'est d'ailleurs plutôt assez ancien, parce que je me souviens que dans les années 70, il y avait une étude épidémiologique qui montrait que les femmes japonaises qui étaient de la 2e génération aux États-Unis, vous savez que des Japonais ont vécu aux États-Unis, se retrouvaient avec le même taux de cancer du sein que les Américaines, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui des Japonaises qui vivaient au Japon. Donc, quels étaient les facteurs, on n'a jamais très bien su, mais on voyait que l'ensemble dans lequel on vit suffisait à expliquer finalement les 4/5 des cancers du sein. Donc c'est quand même relativement important. Bon, alors, donc l'exposome, en termes de recherche, il y a 2 axes principaux. Il y en a un dont on vient de parler, c'est de dire essayer de comprendre comment telle ou telle exposition à tel moment de la vie va ensuite influer. Donc c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je voulais vous parler de quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est-à-dire comment le connaître, cet exposome, comment savoir à quoi les gens ont été exposés. Et donc, il y a 2 voies. Il y a une voie qu'on appelle l'expologie, qui consiste finalement à avoir une approche très, très physique de la chose, en disant, il y a des cheminées, les cheminées vont recracher des fumées, les fumées vont se déposer sur le sol, où on va les respirer avant, et puis une fois sur le sol, ça va pouvoir contaminer le sol, ou ça va pouvoir rentrer dans les carottes et tous ces trucs-là. Donc on va essayer de savoir, par une série de modèles physiques, par des mesures dans l'alimentation, dans l'air, de voir tout ce qu'on peut intégrer. Donc on se pose aussi la question, évidemment, c'est là que réintervient le mode de vie, parce que suivant ce qu'on mange, suivant qu'on mange des choses de son jardin ou des fruits qu'on a importés de très loin, ça ne va pas être la même chose. Donc ça va être finalement la somme de ce que l'on va incorporer. Ça, c'est une approche, mais malheureusement, ça ne suffit pas, parce que si j'ai respiré des poussières qui contiennent du plomb, si j'ai mangé des carottes qui contiennent du plomb, finalement, est-ce que c'est comparable et comment je peux l'intégrer ? Donc il faut que je regarde ce qui se passe au niveau des organes. Et donc là, on rentre et on a besoin à ce coup-ci de modélisation, c'est de dire, en fonction de ce que j'ai mangé, en fonction de ce que j'ai respiré, éventuellement quelquefois en fonction de ce que j'ai eu sur la peau, qu'est-ce qui arrive dans les organes critiques, dans les organes cibles, etc. Donc on a besoin de ce qu'on appelle une modélisation toxicocinétique pour savoir finalement quelle est la molécule qui finalement va se fixer pour une durée qui peut d'ailleurs être très très variable dans tel ou tel organe. Donc ça c'est l'aspect qui est un peu plus
de modélisation, mais de modélisation cette fois-ci biologique, qui est indispensable pour arriver à savoir comment intégrer les différentes expositions, enfin les différentes incorporations et ce qui se passe dans les différents milieux dans lesquels on est. Donc ça, c'est une voie. Et il y a une autre voie qui se développe en ce moment, beaucoup, c'est ce qu'on appelle la biosurveillance, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement, j'allais dire, mais vous allez voir que c'est pas si simple, mesurer ce qu'il y a dans le sang des gens, ou dans les cheveux des gens, ou dans tous les excréta, tout ce qu'on veut. Donc, on va pas aller faire des biopsies juste pour mesurer ce qui se passe dans un organe profond, mais il y a pas mal de choses qu'on peut mesurer. Donc on va avoir, par exemple, c'est connu, le plomb dans le sang, ça c'est très connu, mais il peut y avoir l'arsenic dans les cheveux, tout ça, on l'a fait sur des reines anciennes. Donc tout ça, ça nous permet de savoir, en mesurant directement, ce qui se passe dans la population. Là aussi, malheureusement, c'est pas simple non plus, parce que c'est jamais qu'une photo, et c'est jamais qu'une photo dans un organe. Donc si je fais la photo de ce qu'il y a dans ma main aujourd'hui, ça ne me dit pas tout ce qui s'est cumulé dans mon foie dans les 20 dernières années. Donc il faut, à ce moment-là, il faut retourner et réutiliser les outils dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les modèles de toxicocinétique, c'est-à-dire les modèles qui permettent de passer à ce qui rentre, ce que deviennent les substances qui rentrent, comment est-ce qu'elles se transforment en d'autres substances et juste quelles sont leurs cibles, pour être capable justement de faire cet aller-retour entre ce que j'ai mesuré dans le sang des gens, par exemple, et ce qui a pu se passer dans l'histoire de ces gens-là. Donc, et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire des mesures sur la mère, sur l'enfant à différents âges. Donc, on voit tous ces allers-retours qu'on peut faire. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire que derrière, à côté, disons, de la recherche plus fondamentale en biologie, il y a tous ces travaux-là qui permettent de connaître et d'enregistrer tout ce à quoi on a pu être exposé donc, au cours de sa vie. Et que ça, c'est pas un simple, et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une simple addition de quelques mesures par-ci, par-là, ça demande une modélisation assez importante et une conceptualisation assez importante. Mais c'est ça qui fait que l'exposome pourra être un concept utilisable. Merci. Merci beaucoup, vous avez parfaitement respecté votre temps de parole, c'est parfait, on a du temps maintenant pour la discussion, on a à peu près une demi-heure pour discuter. Dans un premier temps, on a un certain nombre de questions que je vais poser à nos différents experts et on va pouvoir discuter entre nous, mais ça ne vous empêche pas de poser des questions. Vous avez normalement des hôtesses qui ont des petits papiers sur lesquels vous pouvez inscrire vos questions et Thomas, qui devrait être dans le coin, va filtrer un peu les questions et nous les transmettre. Un premier point, c'est sur la nature des polluants, c'est les nanoparticules. On insiste beaucoup sur la taille et assez peu sur la nature. Est-ce que tu pourrais commenter ça? Parce que est-ce qu'en fonction de la nature, il y a une toxicité un peu différente? Oui, c'est vrai que la définition européenne ne parle que de la taille. Elle ne parle pas d'ailleurs des effets, donc des effets sanitaires, pas du tout. Et ça, c'est une grosse discussion avec les experts parce que c'est évident qu'en fonction de la qualité de ces nanoparticules, s'il s'agit de nanoparticules naturelles ou non intentionnelles, c'est-à-dire associées au trafic, par exemple, au chauffage au bois, etc., c'est pas du tout le même type de particules que celles qu'on va fabriquer. Par exemple, les nanoparticules de dioxyde de titane, d'oxyde de zinc, de silice qu'on va retrouver dans toutes sortes de produits de consommation. Et cette notion donc effectivement de composition et de réactivité, ce qu'a expliqué tout à l'heure Armelle, est absolument importante. Donc la définition européenne qui va être déterminante ensuite pour les déclarations, puisque par exemple pour les industriels il faut déclarer, en France en tout cas, cette production, cette définition, il va falloir la faire évoluer. Et il est certain aussi que si on veut avoir une meilleure connaissance de cette fraction dans l'atmosphère, chose qui n'est pas évidente actuellement à faire, que ce soit dans l'air extérieur ou dans l'air intérieur, il va falloir avoir des outils pour cela. Donc toutes ces questions d'expologie qu'a expliqué Philippe Hubert, c'est nécessaire de développer des outils pour pouvoir mesurer et ensuite avoir une meilleure compréhension, parce que toutes ces particules n'ont pas les mêmes effets. Ça me permet de parler du tabac quand même, qui est...
vous m'en voudrez pas trop, hein, comme pneumologue d'en parler. Et donc dans la fumée de tabac, il y a beaucoup de nanoparticules et qui sont de nature différente et on connaît la toxicité de ce polluant auto-infligé. La différence, c'est qu'on se l'auto-inflige, hein, alors que la pollution, tout le monde y a droit. Et donc même si on a des risques qui sont relativement beaucoup plus faibles que ceux du tabac, ça touche beaucoup de monde, parce que ça touche tout le monde. Et donc c'est vraiment un point qui me paraissait important de souligner. Des commentaires. Est-ce qu'on connaît maintenant tous les polluants ou est-ce qu'on va en trouver d'autres là? Parce que les nanoparticules, ça commence. Est-ce qu'on va en trouver d'autres? Un mot sur par exemple, on parle des particules diesel, mais aussi les particules qui sortent du pot d'échappement. Mais il y a aussi des particules qui se créent à distance du pot d'échappement, des particules secondaires. Effectivement, il y a les particules, disons, secondaires, qui se forment dans l'atmosphère. Et c'est un grand sujet de recherche actuellement, en particulier pour les physico-chimistes. Vous avez peut-être vu le ballon, la montgolfière qui était au-dessus de Paris il y a quelque temps. Et ça a servi à des laboratoires de physico-chimie de l'atmosphère de faire des mesures de ces particules secondaires et qui se forment alors donc dans une chimie complexe à partir de composés organiques volatiles d'ozone et sous le rayonnement UV et qui donc sont aussi de taille nanométrique et on ne sait pas bien très bien leur composition encore peut-être, mais leurs effets sanitaires on ne les connaît pas. Donc il y a encore des choses à venir et à découvrir sur la nature même des polluants. Oui, vous avez un micro, surtout n'hésitez pas. C'était juste un petit mot pour relier à l'actualité récente, c'est-à-dire que les oxydes d'azote dont on a beaucoup parlé à propos de certaines voitures vont effectivement être des précurseurs de particules secondaires en se mélangeant à d'autres substances. Donc c'est ça qui fait une grande partie de leur dangerosité. On connaît la durée de vie, par exemple, de ces particules, comment elles sont ensuite... Oui, donc il va y avoir les oxydes d'azote vont rencontrer, si je puis dire, de l'ammoniac qui peut venir des épandages agricoles, et donc ça va faire des particules solides qui elles ont une durée de vie de plusieurs jours et qui vont éventuellement faire des voyages transfrontières. Un des points un peu nouveaux aussi, c'est qu'on commence à avoir des idées sur les maladies induites par la pollution, par des études épidémiologiques de très grande ampleur. Et maintenant, on se rend compte d'effets. Par exemple, il y a eu ce papier en août dernier sur les conséquences du smog de 52. Sur les conséquences après, dans les années qui ont suivi, sur les enfants. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot, Isabella? Oui, j'ai envie de dire aussi qu'il n'y a pas que l'inhalation qui permet à la pollution d'entrer en contact avec l'organisme. Il y a aussi le contact dermique et puis l'ingestion. Bon, moins de données, mais on commence à voir que aussi ces actions par d'autres voies sont importantes. Et comme l'a dit Monsieur Jaumier, effectivement, et puis Franceline très bien, ces particules vont franchir plusieurs barrières. La quantité n'est pas importante, mais leur effet, si, on peut dire. Et donc, on a des très belles études en épidémiologie, on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire on va considérer toutes les études qui ont pris en compte certains effets et on calcule un effet moyen. Et les effets moyens, maintenant, on les a pour la leucémie, par exemple, donc une forme de cancer, d'autant plus chez les enfants, parce que c'est une maladie que malheureusement maintenant on commence à voir très tôt chez les enfants. On l'a en termes de maladies métaboliques, le diabète, l'obésité. Alors là, c'est très intéressant car ces sujets, on sait maintenant qu'ils sont susceptibles, car l'obésité, c'est une maladie, c'est une inflammation systémique. Disons, c'est un courant de pensée qui dit qu'il le met dans ce groupe de maladies. Donc, je pense, et puis bon, les effets sur le cerveau avec des études sur Parkinson, démence, et très important, c'est, bon, Sarah l'a rappelé, l'effet sur l'enfant. Alors, dans les pays en voie de développement, on voit une mortalité précoce, voire des morts-nés, là où les mamans ont été exposées à la pollution. C'est le Mexique, par exemple, où la pollution est vraiment très, très importante.
Mais on sait aussi que ceci, qu'être exposé à la pollution, donne origine à des enfants de bas poids, tout comme le tabagisme passif. Un petit poids et à naître plus léger, ce n'est pas une garantie de réussite dans la vie pour plusieurs raisons. Et ensuite, ce sont des enfants qui vont être plus malades que les autres. L'effet du smog de 1952, donc c'était 4 jours de pollution extrêmement intense. Ça a eu des effets sur l'asthme, la survenue d'asthme avant l'âge adulte et aussi à l'âge adulte, plus 10% d'asthme. Donc c'est très impressionnant quand même. Oui, alors bon, bien sûr, il faut faire un peu les épidémiologistes. Peut-être que cet asthme était là, que ces sujets étaient plus susceptibles, car ils avaient vraisemblablement des voies aériennes un peu plus petites. Mais c'est vrai que le résultat de cette étude est très impressionnant, hein, et va dans le sens vraiment que les effets, ça c'est un message important, à long terme, même avec des effets, des niveaux de pollution qui ne sont pas importants pour les mécanismes qu'Armelle a indiqués, c'est-à-dire cette inflammation chronique qui s'installe et qui fait que on voit des effets, pas tout de suite, mais après. C'est pour ça qu'il est absolument urgent d'agir. Oui. Pollution, est-ce qu'on est mieux à la ville qu'à la campagne? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, donc je suis très content de pouvoir la poser à mes experts. Est-ce qu'on est mieux à la ville qu'à la campagne? Je peux commencer ou... D'un point de vue mécanique, sur les cellules, on a comparé effectivement des particules rurales ou des particules urbaines. Donc on trouve des effets. Après, c'est une question de dose. Voilà, parce qu'au niveau rural, l'exposition sera plus faible. Mais si on regarde d'un point de vue mécanistique, à dose équivalente, on a souvent, malgré tout, les mêmes effets, parce que on a des particules issues des processus de combustion, alors qu'ils ne sont pas les mêmes. On aura moins du trafic, mais on peut avoir de la biomasse, et qui sont aussi des sources de particules. La pollution bouge aussi en fonction du vent, non ? Bien sûr. En plus, donc voilà. Il y a les épandages dont Philippe a parlé. Ça, c'est très important. Quand il y a eu certains épisodes de pollution à Paris et qu'on a regardé la composition, on a trouvé des nitrates. Et portés par le vent, vraisemblablement de l'Allemagne, peut-être même plus loin, à certaines saisons, c'était le mois de mars, par exemple. Et quand on voyait ce qui expliquait pourquoi, quand on regardait la carte de la France, tout était rouge. Il n'y avait pas que les villes, parce que, voilà, il y avait ce transport à longue distance des particules. Et voilà. Et pour parler un petit peu de la biomasse, c'est un gros problème dans les pays en voie de développement, mais ça commence à être un problème même en Europe. Le bois, c'est une énergie renouvelable. Et les gens, surtout dans les pays scandinaves, sont revenus au bois parce que c'est pas cher, ils le trouvent et ça fait une pollution. Et on considère qu'en 2020, il y aura 30% des PM qui seront produites dans certains pays par la biomasse à l'intérieur. Parce que ça sort. Vous brûlez chez vous, il y a une cheminée et ça sort. Alors là, bien sûr, on va parler, je pense, de mitigation, adaptation et tout ça, et on peut faire des choses. Merci beaucoup, oui, par rapport au nitrate d'ammonium, effectivement, c'est souvent au mois de mars quand on a des épisodes où il y a beaucoup de masse. Et c'est le problème, justement, ce nitrate d'ammonium, il va donner de la masse à la particule. Donc on dépasse effectivement les seuils réglementaires. Mais d'un point de vue toxicologique, ce nitrate d'ammonium, c'est pas ça qui est le plus problématique. Donc c'est d'où l'idée aussi de faire peut-être évoluer la réglementation ou au-delà de la masse, aussi contribuer à avoir un autre indicateur qui soit plus en lien avec les effets sanitaires. Oui, moi je voudrais dire un mot sur le problème effectivement de l'utilisation de la biomasse qui est bien, c'est une énergie renouvelable, mais les épisodes de pollution par les particules dans la vallée de Chamonix, la vallée de l'Arve, qui étaient pour les populations qui étaient considérées comme associées aux camions qui montaient vers le tunnel du Mont Blanc, eh bien il a été très clairement montré quand il y a eu l'incendie dans le tunnel et l'arrêt de l'utilisation du tunnel que ce n'était pas finalement
tant que ça, bien sûr, ça participait, mais tant que ça, les camions, c'était le fait d'utiliser dans les vallées de montagne, ce qui est tout à fait normal et traditionnel, d'utiliser le bois sans prendre de précautions dans les cheminées, des cheminées ouvertes, des foyers ouverts, sans prendre de précautions sur le traitement. Et donc, ça crée une pollution qui est tout à fait importante, qui fait que c'est une région où on a très souvent des dépassements des seuils. Et d'où une incitation à transformer ces foyers ouverts en insères qui sont beaucoup mieux contrôlés. Et c'est vrai aussi dans la région parisienne, hein. Il y a eu toute une polémique autour de cela, mais il y a des problèmes de pollution particulière associés à l'utilisation de foyers ouverts. Merci. J'avais une question, moi, sur les mécanismes. Tu nous as parlé des mécanismes oxydants. On est frappé par le fait que, outre les maladies respiratoires, on a des maladies cardiovasculaires. On a une augmentation de la fréquence de l'infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, voire même des thromboses veineuses. Et donc, le mécanisme, c'est aussi des oxydants, c'est le mécanisme sur la coagulation. À la base, de toute façon, on a les oxydants qui vont induire l'inflammation. Donc, le fait d'avoir une inflammation systémique va favoriser effectivement tous ces phénomènes cardiovasculaires. Et puis, il y a, on pense, parmi les éléments aussi qui seraient impliqués, c'est le passage des particules au niveau de la barrière air-sang. Donc, de retrouver ces particules au niveau de la circulation sanguine, au niveau cardiaque, et qui puissent contribuer. Donc on retrouve de la plaque d'athérome, effectivement. Sur la plaque d'athérome, ça peut jouer, puis il y a des arguments pour la cascade, il y a des éléments, cascade de la coagulation aussi. Oui, la viscosité du sang, tout ce qui est pression artérielle. On ne va pas aller jusqu'aux anticoagulants lors des épisodes de pollution quand même. Non, je pense non, on n'est pas là quand même. Mais on commence à comprendre les mécanismes qui peuvent expliquer des maladies comme des maladies cardiovasculaires. Parce qu'autant on peut comprendre l'inflammation dans les bronches, comment ça peut aboutir à... Parce qu'on connaît d'autres situations où on peut avoir une inflammation chronique, ça le tabagisme. Mais sur les conséquences cardiovasculaires, c'est un tout petit peu plus... Oui, mais je pense qu'il y a aussi la composante justement des composés des particules qui passent ou les particules elles-mêmes pour leur fraction la plus fine. Donc on pense que c'est un élément quand même contributeur de tous ces événements. Et pour revenir sur les oxydants, je pense que voilà, bon, là on n'est pas tous égaux non plus, comme on le disait, il y a un polymorphisme autour effectivement des facteurs qui contrôlent l'expression de la défense antioxydante. Et je pense que le mode de vie dont on parlait tout à l'heure via l'exposome, c'est aussi d'avoir une alimentation équilibrée, pourvoyeuse de molécules antioxydantes pour également essayer de contrecarrer les impacts de cette pollution. Voilà, j'ai envie de rajouter malheureusement une pathologie à laquelle on ne pense pas, ce sont les rhumatismes. Il y a des études sur l'arthrite rhumatoïde qui est plus élevée et qui a des aggravations chez les sujets qui habitent dans des zones où il y a de la pollution. Donc on commence maintenant avec des capteurs individuels à essayer de monitorer aussi ce type de malade pour éviter pour prévenir un peu les poussées de la pathologie. On va parler de ça. Oui, Philippe Hubert. Oui, je crois qu'on vient d'évoquer tout à l'heure une question qui est assez intéressante, c'est est-ce qu'une particule est différente d'une autre et va agir différemment? Je crois qu'au début de cette réunion, donc on a eu des exposés expliquant l'ampleur du phénomène et alors qu'il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on s'excitait beaucoup, si je puis dire, pour dire telle particule, c'est différent de telle autre, etc. On a un peu laissé ça de côté pour avoir les grands constats qu'on a aujourd'hui. Mais on est à un tournant maintenant où on se dit... la question revient, quoi, en fait. Quand il s'agit d'avoir des mesures de lutte contre la pollution dans des pays du Sahel, etc., parce qu'il y a beaucoup de particules, les gens disent, écoutez, quand même, est-ce que c'est vraiment pareil de la silice qui vient du désert ou les cochonneries que vous avez dans vos villes, autour de Paris, où vous avez mélangé un tas de choses? Bon, ça, c'est des questions qui reviennent complètement d'actualité, où quand on est en train de commencer à faire des mesures dans les enceintes ferroviaires et qu'on se dit, tiens, finalement, des enceintes ferroviaires, il y a quand même un certain nombre et ça comprend le métro, donc il y a quand même un certain nombre de particules par centimètre cube. Finalement, est-ce que ces particules-là sont plus méchantes que celles quand on se promène sur les quais de Seine? Là, la question, elle revient aussi. Et
j'ai l'impression qu'on n'est pas encore aussi bien outillé pour faire ces différences-là que quand il s'agit de faire des grands constats pour dire qu'il y a 48 000 morts, etc. Donc ça, c'est un point qui est assez important, d'autant plus que les particules, je crois qu'il faut avoir en tête que c'est quelque chose d'un peu vicieux quand même, c'est-à-dire que ça vit, ça meurt, ça se décompose, ça se recompose. Enfin, donc c'est pas du tout stable. C'est pas des petits cailloux qu'on a lancés qui continuent comme ça. Donc il y a vraiment toute une activité chimique autour des particules. Et notamment, quand on a une particule, plein de choses viennent se greffer dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir du nitrate d'ammonium, mais on va avoir des hydrocarbures qui vont être collés dessus. Donc à la fin, on a quand même... C'est comme une soupe solide quand même dans mon cas. Et puis il y a les interactions entre les pollens et les molécules et les particules qui peuvent aussi majorer encore l'effet allergénique et les manifestations allergiques. J'ai envie de rebondir sur ce que Philippe disait, et c'est-à-dire on a besoin, c'est vrai, on est mal outillé parce qu'on ne considère pas la composition des particules. Dans le métro notamment, il y a des particules métalliques, et on sait que l'épuration des métaux est un peu plus compliquée. Et on a besoin de ça pour faire l'exposome dont tu as parlé. Et j'ai envie de dire que heureusement, l'Europe a financé en France 2 études. Une est l'étude de l'X qui est faite à Grenoble et l'autre l'étude de Hills qu'on fait ici. Je suis la coordinatrice de cette étude. Et on a aussi une cohorte de nouveau-nés où on essaye de estimer l'exposome des individus en faisant des modèles PBK comme tu as dit. Et aussi, il y a une partie qui est très importante à mettre en relation avec cette composition. On fait ce que vous avez sans doute entendu parler, on appelle les omics, métabolomics, lipidomics, c'est-à-dire quel est le signal une fois qu'on a retrouvé à l'intérieur de l'organisme une particule, un contaminant ou un aliment, tout simplement, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des choses qui protègent, heureusement. On va en parler. Avant de parler de ça, peut-être parler des populations susceptibles. Oui. Et donc, on sait qu'il y a des profils génétiques qui peuvent prédire éventuellement une plus grande sensibilité à la pollution. C'est très bien expliqué par Armelle, c'est-à-dire s'il n'y a pas les défenses contre les oxydants. Donc, c'est un système génétique de la glutathione superdismoxydase. On a bien démontré, plusieurs études, plusieurs parties du monde, que quand on est déficient en termes génétiques en réponse aux oxydants, et bien là, on souffre davantage des effets de la pollution. Mais maintenant, il y a aussi d'autres gènes, parce que la réponse, elle est compliquée, et dès qu'un gène, il manque à une certaine étape, donc pas seulement le stress, mais même avant, pour les voies aériennes, pour... Ça fait partie des études que vous faites sur votre cohorte de femmes enceintes et des enfants qui vont naître, sur le profil génétique et éventuellement de savoir ce qui peut prédisposer à des effets néfastes de la pollution. Enfin, on regarde surtout le profil épigénétique et non pas le génome, mais plutôt l'épigénome, et donc en quoi ces particules vont venir impacter l'expression des gènes. C'est quand même un champ encore assez novateur où il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions scientifiques avec encore peu de réponses. Par contre, la chance qu'on a quand on étudie justement les femmes enceintes, c'est qu'on peut aller prélever du placenta, qui est donc un des organes, qui est l'organe le plus représentatif de la vie fétale, et donc sur lequel on va pouvoir faire des études assez facilement, beaucoup plus qu'aller prélever par exemple une biopsie du poumon ou des choses où c'est beaucoup plus complexe. Donc, en étudiant comme ça cette population vulnérable, on a accès à des tissus très précieux qui permettront certainement d'apporter des réponses sur ces mécanismes sous-jacents qui sont, je pense, aujourd'hui une des questions primordiales. On sait que la pollution a un impact sur la santé, mais essayer de comprendre la boîte noire et ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est une des questions de recherche de ces prochaines années. Gardez souvenir qu'au Mexique, il y avait eu des études chez les enfants qui avaient montré qu'il y avait certains profils génétiques, polymorphisme d'enzymes antioxydants qui pouvaient
augmenter le... Oui, c'est Isabelle Romieux qui avait fait ça. Et elle avait montré très bien la différence. Et en plus, elle avait fait une étude d'intervention en donnant des vitamines aux enfants qui étaient déficitaires, toujours en termes génétiques. Elle avait trouvé que ils allaient mieux, qu'ils faisaient moins, qu'à parité de pollution, ils faisaient moins de crises d'asthme. Donc, c'est une étude très ciblée qui a été heureusement répliquée ailleurs, mais Mexico malheureusement offre un bon modèle, des niveaux très élevés de pollution. Il y a d'autres villes dans le monde qui ont aussi voilà. constitué de bons modèles. Ceci peut être... Il faut parler pas seulement des susceptibles, mais aussi des vulnérables. Ceux qui sont, comme je l'ai dit très rapidement, à côté des sources de pollution, qui ont même un accès aux soins. Bon, ça n'arrive pas en France, mais bien sûr, il y a plein de pays au monde. Et donc, qui sont plus, pour eux, l'air potable serait vraiment plus important. Essentiel. Est-ce que l'épigénétique pourrait être un marqueur de l'exposome? Oui. Oui, ou Philippe Hubert? Alors, je sais pas. Vas-y, après Non, je saurais pas répondre, justement. Ah oui, bien sûr. Alors, dans cette étude ILS que l'Europe nous a financé, nous avons des jumeaux monozygotes, donc qui ont les mêmes gènes, mais dont on fait l'épigénétique, car, comme Sarah l'a dit, c'est le fait que les gènes deviennent silencieux, car il y a des marques épigénétiques qui sont environnementales, qui sont oui, nous pensons, et pas seulement, Sarah peut répondre, que c'est une étape essentielle dans la susceptibilité. Donc vous voyez, il y a plusieurs pistes sur comment on peut essayer de se protéger contre la pollution. On peut éventuellement prendre des suppléments alimentaires qui pourraient éventuellement protéger certaines personnes, pas tout le monde, qui sont éventuellement déficitaires en antioxydants, par exemple. Il y a d'autres champs de recherche. On va être obligé de conclure cette table ronde. Donc c'était pour insister sur la recherche. Vous avez vu les différentes possibilités d'exploration du champ des effets sanitaires de la pollution. Ils sont multiples. On va voir dans les prochaines années probablement bouger les choses. C'est extrêmement important de soutenir cette recherche. En tant que président de la Fondation du Souffle, on soutient cette recherche à travers des appels d'offres. Et d'ailleurs, il y a un appel d'offres sur les capteurs, un projet sur les capteurs qui a été retenu, financé par la Fondation. C'est extrêmement important que la recherche puisse se développer, puisqu'on voit comment se passent les choses. Effectivement, on découvre de nouveaux polluants, de nouveaux effets et éventuellement de nouvelles techniques de prévention. Donc je veux remercier les différents intervenants de cette table ronde. Et puis je suis désolé pour le temps, parce qu'on n'a pas le temps de vous laisser la parole pour des questions, mais lors de la pause, il sera toujours possible de discuter. Un grand merci à vous.